je lance un appel à votre générosité. Faites ce geste pour que TV Liberté vous libère de vos chaînes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de cette année-là avec une équipe réduite mais très efficace. J'ai le plaisir d'avoir Christophe Maxime avec moi. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Et François Bousquet, fidèle monsieur. au poste. Alors, notre voyage dans le temps va atterrir dans les années 80, en 1982, où Élément pose une question à l'époque qui était « Mourir pour Gdansk ». On va voir cette magnifique couverture jaune. Qui reprend la célèbre formule « Mourir pour Danzig », titre d'un édito célèbre de Marcel Déat en 1939, d'après mes notes, dans le quotidien L'Œuvre. Alors en 1982, l'actualité, c'est pas Danzig, mais ce qui fait l'unanimité dans le camp progressiste, c'est le syndicat Lech Walesa. Je ne sais pas si François, vous avez eu votre petit badge, vous étiez trop jeune, non? Non, j'avais 13-14 ans, il était très à la mode dans tous les milieux. Moi je l'ai eu. Hein. Et puis d'autant qu'à l'époque, on en parlera, il y avait derrière lui pas seulement Yves Montand, les nouveaux philosophes, mais aussi Jean-Paul II. Ouais, dans ma famille très pieuse, oui. Oui, c'était formidable ce petit badge. Alors en 1982, Christophe, c'est l'année de quoi? Alors c'est l'année de beaucoup. Alors moi je vais vous faire un petit panorama après votre introduction. C'est juste rappeler, nous sommes dans cette année-là. Donc notre principe, parfois les gens sont perdus un peu, notre principe c'est de revenir sur un numéro d'éléments d'une année précise. Un numéro d'il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc là nous sommes en 1982, superbe couverture. Je crois que c'est mars-avril 82. Effectivement, c'est sur les événements en Pologne. Alors, qu'est-ce qui se passe en 82? Ce qui est intéressant, c'est que là, pour une fois, on met en parallèle ce numéro de 1982 qu'on peut se procurer sur le site. Hein. On va voir la couverture là. Nos amis lecteurs, nos amis lecteurs, d'aller se procurer ce numéro qui est absolument génial. Et surtout, c'est un numéro qui répond, ou c'est l'inverse, qui répond à notre numéro actuel en kiosque. Puisque les événements sont troublants, on reviendra sur l'éditorial de Robert Dehert, Alain de Benoît, où on peut quasiment faire un copier-coller de notre époque en changeant à peine le nom du pays, le nom du pays. Donc 82, c'est une année qui est assez riche sur la politique internationale. Alors, en premier lieu, il y a la guerre des Malouines, qui nous intéresse un peu moins, donc Margaret Thatcher et les Argentins. Sur le Proche-Orient, la situation est quasiment équivalente à l'heure actuelle, puisque c'est les opérations d'Israël au Liban, paix en Galilée. C'était seulement en 2024, là, en 82, paix en Galilée. Il y a la guerre Iran-Irak, les événements de Syrie, les attentats. Il y a les massacres de Sabra Shatila entre Israël, les milices chrétiennes et autres. Évidemment, il y a les affaires américaines sur le continent américain. Il y a les opérations américaines d'Amérique centrale, Honduras, Nicaragua, Guatemala. En Europe, nous avons aussi des temps un peu troublés, puisque les attentats de l'IRA à Londres, c'est des guerres civiles énormes. Hein, donc 82, c'est assez intense. Pour contextualiser un petit peu en 82, on va y revenir. Donc en Pologne, je crois que depuis 1980, l'année précédente, c'est ce qu'on appelle l'état de siège. C'est un état de siège avec la loi martiale, où, alors c'est pas tellement qu'il y ait une intervention soviétique, mais on était presque dans une période de perestroïka finalement, anachronique. C'est le début. Voilà. Et il y a une espèce d'ouverture, puisque la Pologne, je crois, est assez autonome par rapport à l'Union soviétique. Donc il y a une grande émotion, notamment dans l'Occident. Alors d'une manière un peu plus légère, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors la politique en France, on dit toujours Mitterrand-Mauroy. Petite chose un peu rigolote, c'est que Pierre Mauroy, en 82, il y a des grandes grèves, notamment les usines de Renault, où Mauroy, le Premier ministre socialiste, dit fait un peu porter le chapeau sur les travailleurs immigrés qui posent problème. Ce sont les immigrés qui posent problème, notamment avec des problèmes religieux et culturels. Très étonnant de la part de Pierre Mauroy. Bon, alors, distrayons-nous un peu. Qu'est-ce qu'il y en a en 82 pour les moins jeunes? On est en plein dans Michael Jackson, Dire Straits, ou les choses qu'on vient comme Duran Duran, Kim Wilde. En cinéma, on a des choses populaires comme Rambo, excellent film. Excellent film. Le merveilleux Blade Runner de Ridley Scott, je crois. Oui.
le Festival des Cannes n'est pas très intéressant à l'époque, je me souviens plus très bien de ce qui s'est passé. Je crois que l'Oscar du meilleur film, puisqu'on va parler de guerre prochainement, et ça tranchera Gandhi de Attenborough. Et puis moi, quelqu'un que j'aime beaucoup, Peter Greenaway, réalisateur anglais, sort Meurtre dans un jardin anglais. J'aime beaucoup Peter Greenaway. Et en matière littéraire, alors il y a 2 livres qui ne sont pas des romans qui sont importants en 82. Il y a La France de Pierre Chaunu, un grand livre important. Et puis je crois que c'est le grand livre sur les droits de René Raymond. Voilà, pour reprendre un petit peu le... C'est une réédition. C'est une réédition, ouais. C'est la réédition. C'est réédition, ouais. ouais. C'est les années fin des années 50. C'est les années 50, mais il y a un grand succès qui est revenu en 82. On le disait, François, c'est Lech Walesa, et Robert de Hert disait il est bien de contester l'autorité du Parti communiste polonais, encore faut-il le faire au nom d'une idéologie qui lui soit préférable. Est-ce le cas? Le mot d'ordre de solidarité était tout le pouvoir aux soviets, Lech Walesa, partisan d'un socialisme autogestionnaire. Et sur sa conclusion, Robert de Hert, qui n'est que Alain de Benoît, oui. L'Europe plus divisée que jamais, 10 millions de chômeurs à l'intérieur de la CEE, des conflits incessants dans le monde, une incapacité croissante des gouvernements à maîtriser les phénomènes économiques et financiers. Tel est le bilan de 35 ans d'hégémonie démocratique libérale. Pour résoudre la crise, certains apparemment s'accommoderaient maintenant d'une guerre. Ils accepteraient de faire la guerre aux Russes, non pas par anticommunisme, mais par un goût immodéré du cosmopolitisme. On ne nous mobilisera pas dans ce projet de troisième guerre mondiale. Il y a un clan pacifiste en Europe, mais il y a aussi un clan belliciste dont on parle moins, qui envisage de bon cœur la solution finale du problème européen. Ce sera sans nous. Mourir pour Gdansk, pour Danzig en tout cas, on a déjà donné. Ouais. Et aujourd'hui, nous, on titre Mourir pour Kiev. Ouais, ouais. La fin de cet édito, on pourrait le mettre dans ce numéro. Comme le disait Christophe, c'est étonnant, vraiment étonnant les similitudes entre 82 et 2024. Hein. L'édito de Benoît, sous son pseudo de Robert de Hert à l'époque, est magistral, mordant à souhait. Et comme le rappelait, pardonnez-moi Christophe, il suffirait de remplacer Pologne par Russie et les configurations par Ukraine sont quasiment similaires. Hein. Les protagonistes sont les mêmes. Les protagonistes sont les mêmes parce qu'il y a déjà les néophilosophes. Hein. Il y a déjà question de BHL. Hein. À l'époque, Simone Signoret, c'était Michel Foucault, il est mort, peu importe, hein, avait fait des convois pour la Pologne. Hein. Ça touchait tout le champ politique, hein, exception faite du Parti communiste, hein, donc de la gauche socialiste, pas celle qui est au pouvoir, parce que précisément on reproche au pouvoir mitterrandien de ne pas sanctionner l'état de siège et la loi martiale en Pologne. Hein. Pour recontextualiser quand même très brièvement, il y a des grèves monstres hein, dans les chantiers navals de Gdansk en Pologne. Hein. On est avril, mai ou juin 1980, et c'est là où le syndicat Solidarność, donc Solidarité, va naître, se faire connaître de l'Europe et du monde entier. Le contexte géopolitique et géo-religieux, si je puis dire, est aussi tout à fait nouveau, parce qu'en 1979, Jean-Paul II, pape polonais, Karol Wojtyła, devient le premier pape polonais. Donc tout ça conjugué fait qu'il y a une focalisation sur la question polonaise, hein, avec la crainte que, pas le pacte de Varsovie, là pour le coup, l'armée rouge débarque en Pologne, à Gdansk et en Pologne, comme elle a pu le faire en Tchécoslovaquie en 68 ou à Budapest beaucoup plus tôt. Et cette fois-ci, les Russes ne bougeront pas. Et les Russes ne bougent pas. Solidarność, à l'époque, comme vous le rappeliez, nous avions tous le badge. Moi, j'avais le badge. Hein. Et Lech Walesa était une pop star. On va se rendre compte plus tard que c'était quand même un peu plus trouble. Il avait sûrement des liens en plus avec les services secrets polonais. Il en fera d'ailleurs l'aveu. Donc tout ça fait que ça va prendre une ampleur considérable hein, et que l'Europe entière voudrait se mobiliser pour libérer les Polonais du joug soviétique. La question se pose, hein, mais derrière il y a des manœuvres américaines. Hein. Donc vraiment les analogies sont frappantes. Hein. On n'allait pas mourir pour Danzig. Danzig, rappelons quand même aussi ce que c'était que Danzig. Danzig, c'est une poche allemande en Pologne, hein, qui avait été sanctuarisée par la Société des Nations en 1918 ou 1919, hein, et que Hitler va reconquérir en 1939. Hein. Mais est-ce que le danger qui se présente à la fois à l'époque de Danzig, hein, à l'époque de Gdansk hein, et à celle d'aujourd'hui, c'est l'enchaînement, c'est le jeu des alliances, c'est le domino des alliances. Hein. C'est qu'à un moment donné, comme en 14-18, hein, de domino en domino, on finit par passer d'un conflit localisé ou géolocalisé à un conflit, une déflagration mondiale. Hein.
Juste pour revenir à une chose, en fait, c'est très simplement, pour que tout le monde comprenne, Danzig étant le nom allemand de Gdansk. En fait, c'est une enclave. Oui. Mais Gdansk, mais un peu comme l'Ukraine et la Pologne, a toujours été un jeu de... Il y a toujours eu une alternance allemande-russe. Ce sont des territoires qui ont... Là, il se trouve que c'est une enclave dans le territoire polonais, mais ça a toujours été un jeu de conquête, un jeu de balancier entre les Russes et les Allemands, et derrière, effectivement, l'Europe. Ce conflit qui à l'époque où effectivement, Alain de Benoît avait raison, certains pensaient qu'il fallait quasiment faire la guerre aux Russes pour sauver la Pologne. On retrouve ce même discours, pas les mêmes acteurs, parce que les gens de l'époque, beaucoup sont morts, mais depuis le début du conflit, on voit le retour un peu de ces néoconservateurs. L'un d'eux, Nicolas Tanzer, expliquait et avouait dans la Tribune il y a quelques mois, il disait en réalité, cela ne fait pas 2 ans, mais 10 ans que dure ce conflit, n'hésitant pas à comparer Mariupol à Oradour-sur-Glane. C'est à chaque fois cette exagération de la chose. Oui, alors que les Russes vous diraient qu'elle a raison, c'est que nous on a un Oradour-sur-Glane, eux ils en ont comme les Serbes. Hein. Je veux dire, les Serbes, on appelle ça des crevasses. Hein. Sur les charniers de la Seconde Guerre mondiale, hein, il y a un nombre d'Oradour-sur-Glane énorme en plus en Russie. Oui, on nous refait le même sketch. Peut-être même quand même la nuance que j'apporterai, c'est que en 82, en 82, évidemment l'Amérique est déjà là. Les néo-philosophes sont en train d'imposer leur agenda, mais il n'y a pas encore les néocons. Les néocons, il faut attendre George Bush, avant lui la doctrine dite Paul Wolfowitz. Il faut rappeler à nos téléspectateurs qui sont ces néoconservateurs. Le terme conservateur est indu, n'est pas justifié, parce qu'ils viennent tous du trotskisme. Hein. Ce sont tous des trotskistes. Hein. Birnbaum, qui est journaliste au Monde, Jean Birnbaum, qui a fait plusieurs livres remarquables, Un silence religieux, pour montrer justement que le FLN, entre autres en Algérie, était aussi islamique, sinon même islamiste, hein, a fait un bouquin sur ce qu'il appelle les Mao-Occidents. C'est des gens qui viennent du maoïsme et qui vont devenir très occidentalistes, très très pro-américains. C'est à l'époque où l'Amérique est l'hyperpuissance. Hein. Quand le néoconservatisme se construit, l'Amérique est la seule puissance au monde. Hein. C'est là où Fukuyama dit que c'est la fin de l'histoire. Hein. Pourquoi c'est la fin de l'histoire? Parce que l'Amérique est seule au monde. Hein. Elle contrôle le monde. Hein. Donc Wolfowitz, George Bush, hein, qui en sera la cheville ouvrière hein, à Washington, vont théoriser l'unilatéralisme américain. Les Américains contrôlent le monde, donc ils ont tous les droits sur Terre. Imposer la notion de guerre préventive hein, et nourrir une rhétorique hein, guerrière, hein, martiale, belliciste, hein, ce qui est le cas aujourd'hui. Alors, ce qui est étonnant, c'est dans l'analyse sur l'idée de la guerre d'Olivier Zajac, qui explique très bien que les idéalistes de la guerre en Irak et en Afghanistan sont les mêmes qui évoquent aujourd'hui la nécessité morale de bombarder l'Iran, déjà premièrement, de finir la guerre en Ukraine ou de préparer la guerre contre la Russie et contre la Chine. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes, alors qu'il y a eu des échecs cuisants pendant des années et des années. Ils se sont trompés partout. Les néocons se sont trompés partout. On ne les a pas pris au sérieux hein, après le 11 septembre, parce que c'est une bande de clowns. Il faut quand même se rappeler, c'est George Bush qui était appelé à l'époque Ubush, Ubu, donc l'articulation de Ubu et de George Bush, Ubush roi, quoi. C'est l'époque où il y a la fiole d'Anthrax de Colin Powell. Hein. C'est l'époque où dans le deuxième mandat George Bush, hein, où Condoleezza Rice, qui était la secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères américain, fait un discours fameux au Liban en disant qu'elle va accoucher dans les douleurs de l'enfantement. L'Amérique va accoucher dans les douleurs de l'enfantement un nouveau monde. Non, ce nouveau monde ne produit que du chaos. Pakistan, Afghanistan, Irak, Iran, Syrie, Libye. Oui, ce qui est frappant dans l'éditorial d'Alain de Benoît de 1982, c'est qu'il rappelle que le malheur des Portugais, le malheur des Polonais ne date pas de 6 mois, d'un an, de 2 ans ou de 10 ans. Il date de la division de l'Europe de 45 en fait, et des grands décideurs, donc le problème est très ancien. Peut-être qu'on pourrait revenir sur passer du numéro de 82 à l'actuel numéro d'éléments qu'on peut trouver en kiosque le 208, avec peut-être l'entretien que François vous faites avec la politologue sur notamment l'attitude de Macron sur l'Ukraine. Ça serait intéressant. Caroline Garretteros qui explique, qui dit « Les Américains sont beaucoup plus froids dans leur analyse, ils nous poussent à la guerre, se servent de nous, mais n'oublient jamais le rapport de force, contrairement aux néocons français. » Aux néocons français et à Macron. Alors Macron, c'est un paradoxe. Notre sous-titre, Mourir pour Kiev, le sous-titre, c'est comment Macron nous entraîne vers une 3e guerre mondiale. Hein.
Je pense qu'il y a peu de chances qu'elle advienne, mais quand même néanmoins, il jette de l'huile sur le feu, et là, en l'occurrence, le feu, il est nucléaire. C'est pas un jeu d'allumettes, c'est un feu nucléaire. Macron est très curieux, parce que c'est Macron, rappelez-vous, Macron, les Polonais, les Ukrainiens inventent le terme macroné en 2022, le néologisme macroné pour expliquer que vous tournez autour du pot, mais jamais vous allez vous battre. C'est lui qui disait « il ne faut pas humilier les Russes ». Remontons encore plus haut dans le temps, en 2017, lorsqu'il devient président de la République française, il y moche pas parce que il démissionne, mais Pierre de Villiers, qui a beaucoup de défauts, entre autres les défauts de l'état-major et du corps des officiers supérieurs, c'est que quand il aura démissionné de son poste de chef des états-majors en 2017, il va rejoindre une entreprise américaine. On voit à quel point le haut du panier militaire français est quand même gangréné par l'atlantisme et l'américanisme. Néanmoins, Pierre de Villiers, en 2017, défend le budget militaire de la France. Et il est humilié publiquement par Macron, qui dit « le chef, c'est qui? C'est moi ». Et alors qu'il mettait sur la table la question centrale pour la question ukrainienne, c'est est-ce qu'on a les soldats pour y aller? Est-ce qu'on a les munitions? On ne les a pas de fait. Et cet homme-là, Macron, donc Villiers, Macroné, ne pas humilier les Russes, depuis le début de l'année, n'arrête pas de jeter de l'huile sur le feu, je redis, feu nucléaire. Les déclarations à l'emporte-pièce, pas l'emporte-pièce, puisqu'elles sont récurrentes et répétées. Il l'a rappelé dans ce discours surréaliste de la Sorbonne, où il a une logorée pendant 2 heures, délirante, où il veut quasiment mutualiser la force de frappe nucléaire française. Le propre de la souveraineté française a été conçu pour ça. Donc il veut la copartager et la copiloter avec nos partenaires européens. Mais remettre sur la table la question du nucléaire à l'heure où précisément il y a une montée de... Le général Gallois qui intervient dans le numéro de 14 n'aura pas été très content d'entendre ça, je crois. Non, parce que c'est un des pères de la dissuasion nucléaire, pas de la bombe, mais de la dissuasion, donc de la théorie française du recours à la bombe, donc force de dissuasion. Donc Macron n'est pas suivi. Il est suivi par personne. Je veux dire, tous nos voisins européens se sont démarqués de... Oui, à part là, un peu la Pologne et les Pays-Baltes. En dehors de la Pologne et des Pays-Baltes, mais parce que pour la Pologne, il n'y a aucun danger existentiel pour la Pologne. C'est faux de nous faire croire. Pour les Pays-Baltes, c'est différent. Ils ont souvent été grignotés et absorbés par l'ogre russe. Mais l'obsession de la Russie, c'est sa bordure extérieure, le voisin proche ukrainien, l'Ukraine de l'Est. Les Russes ne sont venus qu'une seule fois à Paris. En 1815, ils sont pas ou 14, je ne sais plus. On pensait qu'en 80, ils allaient défiler sur les Champs-Élysées. On n'a pas vu les chars de l'armée rouge, on n'a pas vu les soviétiques. Sur les attentats qui affectent la France aujourd'hui, le Bataclan, Charlie Hebdo, est-ce que c'est les Russes? En quoi la Russie constitue un danger, une menace existentielle pour les Européens? On en arrive quand même, c'est là qu'il y a une sorte de soft power qui est assez efficace en France. Il y a cette petite musique de cette équipe des néoconservateurs, que ce soit journalistes universitaires. J'ai cité Nicolas Tanzer, mais il y a aussi Bruno Tertrais, Galia Kerman, Raphaël Glucksmann, qui a pris la suite de son père. Leur mot d'ordre, c'est un peu la fascination des Français pour la Russie et les Russes. Le premier, c'est bien sûr le Front National, le Rassemblement National, etc. Je pense que les téléspectateurs doivent la voir. Elsa Vidal, qui est une journaliste de France 24, une ancienne journaliste de France 24 avec des magnifiques cheveux gris, qui a fait un livre qui s'appelle « La fascination russe ». Comme si en France, il y avait une fascination des Russes. Alors qu'on lit le livre de Fourquet, j'ai l'impression que la fascination, elle est américaine en France. On est en train de nous raconter un peu n'importe quoi sur le sujet. Oui, il y a une menace d'américanisation. Le mode de vie américain, l'obésité, quantité de choses, d'islamisation, c'est une menace réelle, mais il n'y a pas de menace de russisation ou de russification de la France. Non, ils délirent, ils sont toujours dans leur agenda, qui est l'agenda des néocons. Il a été fixé il y a une vingtaine d'années, il y a une double obsession chez eux, une principalement désormais, c'est la question russe. On le retrouve chez Glucksmann, vous évoquiez le fils, mais le père avait été énorme en Tchétchénie. Le père avait été énorme. Les assassins de Dominique Bernard et de Samuel Paty ont été armés par les néoconservateurs, les nouveaux philosophes, qui ont défendu les Tchétchènes islamistes dans les 2 guerres de Tchétchénie contre la Russie. Je m'étais beaucoup intéressé aux guerres de l'ex-Yougoslavie, mais les premières bases du djihad européen, des convertis, c'est en Bosnie.
avec Ilya Izetbegovic et Bernard-Henri Lévy. Qui c'est qui met le chaos en Libye? C'est Bernard-Henri Lévy. Donc en gros, on change les régimes en Syrie, en Libye, et on change les peuples en Europe. Car l'immigration et l'islamisme, que par ailleurs désormais il dénonce, ce qui n'était pas le cas par le passé, eh ben on l'importe à la suite des guerres préventives que nous avons pu faire en Syrie, en Irak, en Afghanistan. Enfin bref, tous les réfugiés ou pseudo-réfugiés qui frappent aux portes de l'Europe c'est le fruit, c'est le résultat de ces guerres de l'Empire, de ces guerres de néocons qui sont toujours au pouvoir. Et je le redis, moi je ne les prenais pas au sérieux parce qu'il faut se rappeler pour les plus jeunes de nos téléspectateurs, c'était Dick Cheney. Moi, Dick Cheney, je l'appelle, il avait eu un quadruple pontage, il faut l'appeler quadruple forage, hein, parce qu'à l'époque, il était question de prendre tous les champs pétrolifères du Moyen-Orient. C'était ça leur objet. Rumsfeld, hein, c'est un cow-boy. Rumsfeld était un cow-boy. Hein. George Bush, quand il apprend que les Twin Towers sont frappés par les avions de Ben Laden, Michael Moore en avait tiré un documentaire. Hein, il est dans une classe avec des enfants, et on vient lui chuchoter à l'oreille. Un avion a percuté une des deux tours jumelles, hein, et il est comme ça, là, prostré pendant 5 minutes. Hein. Donc c'était vraiment des clowns. Avant le 11 septembre, ils jouaient au golf, hein, en buvant du whisky. Donc comment ces gens-là ont pu contrôler l'appareil, l'État profond et l'appareil américain? Parce qu'on l'a vu même là tout récemment, le Congrès a voté 100 milliards c'est colossal, dont 60 milliards américains dévolus à l'Ukraine, en réalité à l'outil militaro-industriel américain, certes, hein, mais Trump, qui avait dit qu'il ne voterait jamais, a voté. Il a voté. Donc, est-ce que c'est pas l'illusion, ça, de beaucoup de mouvances, de croire que l'arrivée de Trump va changer quelque chose sur le plan de la politique alors déjà, sur le Moyen-Orient, on est clair, ouais, non, ils là, sont tous d'accord. Sur l'Ukraine, je pense que s'il arrivait au pouvoir, je ne vois pas Trump décider d'arrêter. En tout cas, il ne pourra pas le faire tout seul. Notre correspondant aux États-Unis, Ifan Rundle, nous dit qu'il a quand même l'appareil de renseignement contre lui. En gros, l'État profond contre lui, parce qu'il l'a tapé dessus pendant 4 ans. Hein. Donc on a vu qu'il a rétropédalé sur le budget des 100 milliards qui a été alloué à l'industrie militaire américaine. En réalité, c'est une aide à l'industrie militaire américaine, pas aux Ukrainiens. Hein, je veux dire, l'essentiel de l'aide. Hein. Galacteros nous dit dans l'entretien que néanmoins il faut attendre. Manifestement le rapport de force a basculé. Il est quand même très largement en faveur des Russes aujourd'hui. Les Ukrainiens sont sur le reculoir et puis les forces en présence sont disproportionnées en termes d'armement et d'hommes. C'est 600 000 hommes côté russe, hein, avec des réserves en termes d'armement considérable. Et Galacteros nous dit qu'il faut quand même attendre l'élection de novembre ou décembre aux États-Unis et l'intronisation du futur président américain en janvier-février 2025 hein, pour peut-être sortir de cette guerre. Hein, parce qu'à un moment donné, il faut quand même en sortir de cette guerre. C'est ce que nous disent, c'est ce que nous avait dit Lelouch, hein, l'ancien député UMP, c'est ce que dit Védrine, c'est ce que dit Villepin. À un moment donné, il faudra quand même passer à la table de négociation. Et c'est le but, la guerre, elle doit se terminer. Ouais. Et c'est un peu le grand entretien qui est d'Olivier Zajac qui dit on a instrumentalisé la guerre est un instrument politique. Politique, voilà, donc laissons les politiques arbitrer et ne nous projetons pas dans la vision mortifère des néocons, je le redis, ce sont des trotskistes. Et quel est le cœur du trotskisme? C'est la révolution permanente. La matrice, la révolution permanente. Hein. Après on sabote, mais c'est la révolution permanente. Le Trotsky, c'est ça. C'est la révolution dans tous les pays et tout le temps. Tous les jours. Et eux, c'est la guerre permanente. Hein. À l'époque, en 2001, les néocons, donc dans la foulée de Paul Wolfowitz, ils étaient très nombreux dans l'univers de George Bush, hein, avaient théorisé la notion de chaos constructeur, hein, qui est très très proche de la destruction créatrice dont l'économiste Joseph Schumpeter avait dit que c'est la spécificité de l'entreprise capitaliste. Hein. On détruit pour créer de la nouveauté. Par exemple, il y a une technologie, Internet, qui remplace le téléphone, etc. Mais eux, c'est le chaos constructeur. Donc ils sont vraiment dans leur schéma de pensée, c'est que c'est, après la révolution permanente, la guerre permanente. Non, à un moment donné, on sort de la guerre. Hein. On s'aperçoit, beaucoup de jeunes considèrent que cette force ukrainienne sont nos amis, sont nos frères européens. Faut pas quand même se faire d'illusions. Dans l'édito d'Alain Denoy en 82, il dit en fait on va sauver la Pologne pour en faire une cité cosmopolite. Le jour où, si l'Ukraine gagnait la guerre, grâce aux Américains,
les adorateurs de la division Azov, qui fait fantasmer tout le monde, faut pas se faire d'illusions. La première chose que l'Europe ou les Américains demanderont, c'est la dissolution de ce genre de corps, si elle veut rentrer dans l'Europe. C'est pour devenir une Europe cosmopolite. Oui, comme la nôtre. Comme la nôtre. Ni plus ni moins que la nôtre. Moi, ça m'intrigue, la vision d'une certaine droite, pas toute heureusement, et sa fascination pour l'Ukraine, au nom d'un nationalisme sur fond ethnique. D'abord, il m'intrigue parce que, à la différence de Douguine, par exemple, qui est quand même assez proche de notre rédaction, puisqu'il a créé la revue Éléments en Russie, qui s'appelle Elementi, moi je pense quand même que les Russes sont des Européens. En tout cas, moi, fou de littérature russe, ayant travaillé quand même beaucoup dans les univers slaves, toute la littérature et la philosophie, même chez les slavophiles, je dis bien même chez les slavophiles, qui ne sont jamais que le versant russe de nos conservateurs ou légitimistes français ou grands auteurs traditionnalistes, moi je les rattache en tout cas au continent européen, par la religion, par les intérêts pour la philosophie. En gros, en Russie, les ressources sont à l'est, mais quand même les populations sont plutôt à l'ouest. Donc je ne vois pas en quoi les Ukrainiens seraient plus européens que les Russes, même si les Russes peuvent refuser d'être attachés à l'Europe. Tout ça m'échappe un peu. Et surtout, derrière, il y a les manœuvres américaines. Comment les Russes pourraient tolérer que leur voisin proche, l'Ukraine, soit un membre de l'OTAN, de l'UE, après tout, c'est pas grand-chose, l'UE, je veux dire, mais ça, ils ne l'accepteront pas. C'est-à-dire que donc, il y a une force de frappe nucléaire aux portes de la Russie. Ils ne peuvent pas l'accepter. Je veux dire, nous ne l'accepterons pas, nous. Pourquoi l'accepteraient-ils, eux ? On terminera, il nous reste peu de temps, je vais terminer quand même parce qu'on nous parle toujours de la propagande russe. On pourrait parler de nos militaires, ils sont assez fabuleux et je pense à un ancien lieutenant-colonel Guillaume Ancel, un stratège hors pair que vous voyez sur tous les plateaux de télévision. Il expliquait en octobre 2022, après la reprise de la ville stratégique de Liman, il considère la défaite de l'armée russe inévitable. De même, de mars 2023 jusqu'en octobre 2023, il assure que l'armée russe perdra la guerre. C'est un géant de la stratégie. Mais Bruno Le Maire nous avait dit que... Et il préconise depuis peu que les pays occidentaux s'unissent pour stopper le conflit militaire au Proche-Orient, comme ça on y va, et qu'il estime aussi que Poutine a joué un rôle dans l'opération du 7 octobre. Guillaume Ancel, vous pouvez le voir, c'est quelqu'un qui a été condamné pour diffamation envers Hubert Védrine, qui l'avait accusé d'avoir collaboré avec les nazis du Rwanda. Pour vous dire que la propagande, elle est un peu partout et qu'on en trouve aussi sur d'autres chaînes de télévision et pas simplement en Russie. L'avenir est à nous. L'avenir est à nous. Bon ben voilà, nous on se retrouve le mois prochain avec cette fois-ci Olivier François pour une émission Le Plus d'éléments et le prochain numéro d'éléments. Vous pouvez toujours trouver, on remet la couverture, allez 2 secondes, cette nouvelle couverture qui est magnifique. Elle est de moi, Mourir pour Kiev. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.